Bonjour, pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'OMS a appelé le nouveau Covid Omicron? Je ne comprends pas, c'est un peu anxiogène. C'est très simple, on s'est adressé à un cabinet spécialisé qui nous a indiqué qu'il fallait appeler ce nouveau variant Omicron. Et vous savez, devant ce cabinet, on n'a pas trop envie de refuser, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi Omicron? J'ai trouvé l'idée plutôt originale. Tu trouves pas? Foi de Mégatron. Eh bien moi je pense que ça va être le bordel. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Alors ne vous habituez pas trop à ces sorties chaque jour. Je vais reprendre un rythme un peu plus normal après les vacances, mais là j'ai un petit peu plus de temps, donc j'en profite pour vous offrir des informations qui j'espère sont intéressantes. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler d'Intel, on va parler d'AMD, on va parler de Nvidia, et oui les trois. On va parler aussi un tout petit peu de God of War. Ce sont des brèves que je vais vous annoncer, mais on va parler d'un sujet un peu plus important. Le premier sujet c'est LoL, League of Legends. Je vais vous expliquer pourquoi probablement je vais bientôt arrêter, mais également comment la statistique sert le e-sport, mais également le sport. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et le sujet principal de cette vidéo, ça va être les consoles portables. Il y a des nouvelles consoles portables qui vont arriver, qui promettent beaucoup. Et pourtant, j'ai trois conclusions à donner. Premièrement, Nintendo ne risque rien. Je vais vous expliquer pourquoi la Switch ne risque rien. Deuxièmement, pourquoi Sony devrait faire une console portable selon moi. Et pourquoi, troisièmement, Xbox ne devrait pas faire de console portable. Commençons par les brèves. La 3090 Ti est visiblement annoncée pour janvier, c'est-à-dire qu'elle va sortir, cette espèce de monstre que Nvidia veut absolument produire, va sortir. Alors évidemment, ne vous attendez pas à l'acheter. Premièrement, elle va être très très chère. Deuxièmement, elle sera probablement en pénurie dès le jour de sa sortie. Écoutez, on verra ce qu'elle apporte par rapport à la 3090 tout court. Personnellement, je vois pas trop ce qu'elle va apporter en jeu. Je pense qu'elle est plutôt axée pour les professionnels. Parce qu'en jeu, une 3080 suffit largement pour moi, selon moi bien entendu, ou alors une RX 6800 XT par exemple, mais on verra bien entendu ce que propose Nvidia avec cette 3090 Ti et les premiers tests. Deuxième nouvelle assez rapide, Arc GPU Intel, on sait qu'ils vont arriver, la série A300. Ce qui est intéressant, c'est que Intel a annoncé qu'ils allaient faire des GPU spéciales mineurs pour avoir une chance de rentrer dans le gaming. Et pourquoi ils veulent faire ça? Parce que Intel sont très intéressés de concurrencer Nvidia et AMD sur le gaming, surtout qu'il y a pénurie de cartes graphiques côté gaming, comme on le sait tous. Et donc si Intel arrivait à produire suffisamment, ils pourraient rentrer sur le marché assez facilement en ce moment, même si leur carte est peut-être, entre guillemets, on ne sait pas encore, un peu plus faible que l'équivalent chez AMD ou Nvidia. Eh bien écoutez, ça n'est pas sûr, il faudra vérifier. Après tout, à prix égal, on verra les performances de Intel, AMD, Nvidia, mais surtout, ils auraient un boulevard ouvert puisqu'il y a pénurie chez les deux concurrents. Autre info intéressante, Intel compte faire du multi-GPU, c'est-à-dire multi-carte graphique. Sur une carte mère, vous pourriez mettre deux cartes graphiques en parallèle, telles que le SLI de Nvidia ou le Crossfire de AMD. Ça boosterait les performances, visiblement. Ce serait un moyen aussi de contrecarrer quelque part les plus hauts de gamme de chez Nvidia ou de chez AMD. Petite info en passant, AMD va sortir sa RX 6500 XT et sa RX 6400 très bientôt, mais le GPU est processé en 6 nanomètres chez TSMC, c'est confirmé, et grosso modo, on le sait déjà, probablement même que les APU d'ailleurs, pour la PlayStation et peut-être pour la Xbox, sont maintenant en 6 nanomètres, ils ont basculé du 7 nanomètres vers le 6 nanomètres, AMD, et pourquoi le 6 nanomètres? Eh bien, une taille un peu plus réduite, à transistor égal, un peu moins de consommation aussi, ce qui peut toujours servir les consoles et bien entendu les GPU, et ce qui permet surtout de gagner un tout petit peu en termes de coût, parce que la plaquette serait à peu près au même prix que le 7 nanomètres au début de vie de la PS5, de la Xbox Series X et des cartes GPU AMD version 6000. God of War Ragnarok devrait sortir le 30 septembre, alors c'est un vendredi. Certains disent oui, c'est à la fin du troisième trimestre, certains disent non, on ne sait pas trop. Écoutez, moi je pense qu'il sera retardé, je vous le dis tout de suite. Alors je pense qu'il peut sortir en octobre-novembre, c'est possible, juste avant les fêtes de Noël par exemple, ou plutôt l'année d'après, pour booster, on va dire, le début de l'année 2023. Ça dépendra des sorties qu'il y aura en 2023 côté PlayStation. Effectivement, si Spider-Man 2, si Wolverine, surtout Wolverine qui m'intéresse fortement, sortent en 2023 comme c'est prévu, si d'autres jeux sont dans le catalogue, ils pourront peut-être sortir effectivement God of War Ragnarok, s'il est prêt bien entendu, fin 2022, mais sinon il pourrait être reporté peut-être de 2 ou 3 mois pour arriver en début 2023. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez vous, personnellement. En tout cas, moi j'espère fortement qu'il sorte en septembre 2022, ça me ferait extrêmement plaisir, vous vous en doutez bien. Alors, on va parler de LoL, League of Legends. Écoutez,
Je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, c'est particulier, c'est très stratégique, pas de ray tracing, pas d'effets super variés, voilà, il n'y a rien de spécial de ce côté-là dans ce jeu, et pourtant c'est très attractif, c'est très chronophage. Pourquoi? Parce que vous jouez dans une équipe de 5 contre 5, que c'est vraiment des joueurs en face de vous, ou avec vous bien entendu, et donc c'est toute une tactique à mettre en place, des joueurs que vous ne connaissez pas en plus pour la plupart du temps, parce que bien entendu c'est difficile de faire des équipes de 5 qui se connaissent, et donc vous découvrez petit à petit le jeu avec différents personnages, etc., etc., hyper tactique, je vous répète, avec plein de composantes à prendre en compte. Oui, mais malheureusement, c'est très toxique, alors d'autant plus si vous jouez en classé. Alors en classé, je vous le conseille absolument pas, il faut être au niveau 30 minimum pour pouvoir jouer en classé, mais c'est là que vous rentrez, entre guillemets, dans la cour des grands, dans la cour des toxiques surtout, c'est-à-dire plein de joueurs qui se croient déjà en haut du firmament, hein, qui se croient plus que diamant et je ne sais quoi, classement au top, et donc chaque fois qu'ils perdent, ils vont reprocher à qui? Au membre le plus faible de l'équipe, parfois c'est eux, mais c'est pas grave, ils reprochent aux autres ce que eux ils n'arrivent pas à faire eux-mêmes. Et donc c'est un jeu assez toxique, même en non classé, je vois parfois des joueurs se faire insulter. Alors moi je tiens mon poste, je suis très moyen comme joueur, mais je tiens mon poste, donc je ne me fais pas insulter, mais je trouve dommage de voir des insultes passer dans toutes les langues du monde, entre guillemets. C'est juste catastrophique, tout ça parce qu'on va perdre une partie à un moment donné qui n'est même pas classée, il n'y a aucun enjeu sinon le plaisir de jouer. Il y a d'ailleurs beaucoup d'articles sur la toxicité de ce jeu, et des témoignages assez intéressants de gens qui disent qu'ils ont arrêté de jouer tout simplement parce qu'à un moment donné ils se sont fait insulter, ils se sentaient mauvais et ils ont été rabaissés par d'autres joueurs, toujours pareil, par des joueurs qui se pensent encore au firmament alors qu'il n'y a aucune chance qu'ils y arrivent, aucune chance, même pas 0,0001% de chance. Pourquoi? Parce que les spécialistes, ceux qui jouent en e-sport à plus haut niveau, eh bien ils jouent 8 à 9 heures par jour. Ils sont sponsorisés, ce sont des jeunes généralement qui sont sponsorisés, qui font ça toute la semaine, 6 jours sur 7, à jouer 8 à 9 heures par jour, tout le temps. Ce que ne font pas la grande majorité des joueurs qui n'ont aucune chance d'arriver à haut niveau, donc c'est stupide ce qu'ils font tout simplement. Alors pourquoi Riot Games, LoL, a tant d'influence? Eh bien parce que c'est 180 millions de joueurs, 180 millions de joueurs en 2021, devant Dota 2 bien entendu, devant tous les autres jeux multijoueurs, et même Minecraft, c'est le jeu qui est le plus joué au monde tout simplement. Et pourquoi? Parce que Riot Games met de l'argent sur la table, ils ont mis en tout 75 millions de dollars pour les e-sports, pour les compétitions e-sports, pour les prix à la fin des compétitions e-sports. 75 millions de dollars, vous imaginez, bien entendu, ça motive pas mal de joueurs. Mais je le répète, à tous ces joueurs qui insultent, à tous ces joueurs qui veulent absolument être en top firmament en insultant les autres, eh bien vous n'avez aucune chance, désolé de vous le dire, vous n'aurez aucune chance, donc ça ne sert à rien d'insulter, surtout dans les parties non classées, mais même dans les parties classées, je trouve ça juste stupide. L'intérêt de ce jeu, c'est qu'il montre aussi la puissance des stats, des statistiques, et oui, dans les MOBA et dans les jeux e-sport en général, même dans le sport en général. Les stats étaient là déjà dans les sports, c'est-à-dire grosso modo dans le golf, dans le tennis, on analyse tous les coups de l'adversaire, on analyse ses propres coups pour voir ses faiblesses et bien entendu les améliorations, c'est dans des databases, dans des big data comme on dit, et bien entendu il y a des unités spécialisées, des entreprises spécialisées qui vont analyser tout ça pour vous et qui vont vous dire ce qu'il faut faire, entre guillemets, ce que vous devez améliorer. Mais la différence avec la vraie vie, c'est que la vraie vie, bien entendu, il y a des tas de paramètres extérieurs qui peuvent jouer, le type de terrain, le temps, votre propre forme, etc., etc. Là où en e-sport, c'est beaucoup diminué. Pourquoi? Parce que par exemple dans LoL, le terrain c'est toujours le même. Les adversaires, les personnages sont toujours les mêmes, ils ont toujours les mêmes stats. Au changement bien entendu de version de LoL, évidemment. Ils ont toujours les mêmes stats, vous connaissez les adversaires, vous vous connaissez vous-même, vous pouvez donc appréhender ce que va faire l'adversaire et avec les statistiques, améliorer votre propre jeu, les avantages, les inconvénients face aux adversaires qui ont des statistiques aussi que vous pouvez récupérer. Pandascore par exemple ou Mobalytics sont deux entreprises spécialisées là-dedans. Mobalytics, ça vous dit, ça vous parle comme nom, c'est-à-dire qu'ils récoltent toutes les données de tous les joueurs et bien entendu des personnages en temps réel dans une big data et ils analysent tout ça pour voir les faiblesses de chacun, les avantages de chacun et bien entendu ils vendent ça assez cher je présume aux différentes équipes qui vont jouer, qui vont participer au tournoi de e-sport de LoL. Donc je ferai encore quelques parties peut-être, mais c'est pas sûr parce que c'est très chronophage déjà, ça dure très longtemps, ça dure entre 30 et 40 minutes la partie, le temps que vous lanciez la partie. Et je vous dis, je commence à voir des insultes apparaître de temps en temps, une partie sur 5 en non classé, imaginez. Ça me désole, même si c'est pas sur moi, ça me désole de voir ça, des gens qui s'insultent pendant une partie, alors qu'on n'est pas en classé, qu'on est là juste pour s'amuser en multijoueur. Alors maintenant on va parler de consoles, j'ai un petit papier, un petit pense-bête comme on dit pour m'aider parce qu'il y a pas mal de consoles portables qui sont apparues ou qui vont apparaître, donc c'est intéressant de comparer et de vous expliquer pourquoi moi je crois que la Nintendo sera toujours la reine du jeu. Alors on va commencer avec une marque, Aya, qui propose plusieurs consoles portables qui vont venir, en particulier la dernière qui a l'air intéressante, quoique
Il y a donc la Aya Neo, la Pro et la Next. La Next qui va arriver très bientôt et qui est basée sur une nouvelle architecture, vous allez voir. Il y a bien entendu la Steam Deck que vous connaissez. Bon, Nintendo, on va pas en parler, hein, la Switch OLED, on va la laisser de côté. Et il y a la One X Player, et oui, un monstre, enfin un monstre si on veut, dans tous les sens du terme. Alors il y a d'autres consoles qui existent bien entendu, mais je vais comparer principalement ces consoles-là. Alors toutes les consoles sont basées sur AMD Zen, oui, Zen 2 pour le CPU en l'occurrence, Zen 2, sauf la Next qui va être basée sur le Zen 3, et oui, Zen 3, et une petite exception bien entendu, c'est la One X Player qui est basée sur le Intel Tiger Lake, et oui, plutôt une conception Intel. Et pour revenir donc sur la Aya Next va être basée sur une architecture Rembrandt, Zen 3 Plus peut-être, alors que la Steam Deck est basée sur une Zen 2, je vous rappelle, Zen 2 Van Gogh. Côté GPU, la Neo est en Vega 6, la Pro en Vega 8, on présume que la Next va être au-delà, mais on ne sait pas trop pour l'instant. La Steam Deck, je vous rappelle, c'est en RDNA 2, ce qui me fait dire que la Next sera probablement, la Aya Next sera probablement également en RDNA 2. Et la One X Player, vous allez me dire, eh bien c'est un Intel Iris, c'est un GPU Intel Iris qui est à l'intérieur. Côté stockage, qu'est-ce qu'on a? On a 512 Go à 1 Teraoctet pour ce qui est Aya. On verra la Next qu'elle va proposer, mais ce sera probablement dans ces gammes-là. On a pour la Steam Deck 60 Go, je vous rappelle, ou alors un disque de 256 Go SSD ou 512 Go, c'est pas le même prix. Et pour la One X Player, on va de 520 Go jusqu'à 2 Teraoctets. Tout fonctionne sous Windows 10 ou Windows 11, sauf bien entendu la Steam Deck qui fonctionne sur un SteamOS. Mais on a compris qu'on pouvait peut-être installer aussi Windows. Grosso modo, on n'est pas très loin du monde de Windows quand même, ce qui permettrait par exemple d'installer le Game Pass. On verra dans l'avenir ce que va proposer la Steam Deck. Pour les poids, c'est là que ça devient intéressant. Je vous rappelle que la Nintendo Switch OLED fait 420 grammes. 420 grammes, pas très lourde. Eh bien écoutez, toutes les consoles font entre 620 et 650 grammes. Et la One X Player fait carrément près de 900 grammes. 900 grammes, vous avez très très bien entendu. Et pour les prix, vous allez me dire, eh bien écoutez, toutes font plus de 1000 $, sauf la Steam Deck. La Steam Deck à 64 Go, qui serait proche donc de la Nintendo, effectivement, eh bien elle est à 399 $. Ça me fait dire surtout que la Nintendo Switch, pour le moment, ne risque rien. Et oui, elle ne risque rien. 350 €, écoutez, franchement, avec le catalogue de jeux, avec la notoriété qu'a Nintendo, je pense que même la Steam Deck aura du mal à la concurrencer parce que Steam, bien entendu, c'est connu dans le monde du jeu PC, mais les PCI sont plutôt sur des configurations un peu plus musclées et surtout fixes, desktop. Est-ce qu'ils s'intéressent finalement à la portabilité pour les jeux Steam? J'en suis pas certain, dites-moi-le en commentaire. Alors certes, certains d'entre vous ont pris cette console parce que c'est un objet technologique intéressant qui a l'air assez brillant, mais je pense que ça restera un marché de niche, gros marché de niche, mais un marché de niche par rapport à Nintendo. Donc Nintendo, pour l'instant, dans le monde de la portabilité, ne risque rien. Mais justement, est-ce que Sony ne devrait pas se lancer à nouveau dans la portabilité, dans les consoles portables? Eh bien moi je dis oui, c'est le bon moment. Ils ont eu des expériences, une très bonne expérience, la PSP, rappelez-vous, 80 millions d'unités vendues quand même, c'était juste un grand succès, et ensuite la PS Vita, qui malheureusement, elle, a été un échec commercial, parce que c'était apparemment une très belle console portable qui faisait déjà de l'OLED, entre guillemets, déjà à l'époque. Oui, mais le monde a changé, je pense que la portabilité revient aussi à grand renfort, je pense qu'ils ont un catalogue de jeux très intéressant, PlayStation, avec leurs propres jeux, et surtout, n'oublions pas pourquoi ils pourraient faire une console portable, parce qu'ils ont l'expérience, et parce que Sony, c'est avant tout du hardware, et oui, le soft, certes, ils en font, mais ils sont avant tout hardware, ils fabriquent des téléviseurs, comme vous le savez, ils fabriquent bien entendu aussi des systèmes audio, ils fabriquent plein d'objets, hardware, ils fabriquent des consoles aussi bien entendu, et donc ils pourraient très facilement fabriquer une console qui aurait quand même une belle tenue je pense, et qui pourrait concurrencer à un prix presque égal la Nintendo Switch en l'occurrence. Derrière tout ça, ils ont un catalogue qu'ils pourraient adapter en crossplay, ce serait très intéressant de pouvoir jouer sur sa PS4 Pro, PS4 ou PS5 à des jeux, et ensuite de continuer ce jeu sur une console portable reliée par exemple au PS Plus, ce qui ferait qu'on devrait s'abonner au PS Plus, très intéressant pour eux aussi, qu'on jouerait à leurs jeux, et qu'on continuerait des parties, etc., etc. Donc je pense qu'ils ont tout intérêt à fabriquer une nouvelle console portable. Le marché est ouvert, certes, Nintendo prend beaucoup de place, mais je pense qu'il y a encore de la place pour une console portable Sony. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'y crois. Et côté Microsoft, allez-vous me dire, eh bien eux, ils ont tout intérêt à ne pas le faire. Déjà, Microsoft, n'oublions pas, c'est d'abord une société de software et non pas de hardware. Ils font du hardware, bien entendu, depuis la Xbox en particulier. Les documentaires dessus sont très intéressants, je vous le rappelle, mais quand même, c'est pas leur spécialité. Leur spécialité, c'est le soft.
Et de plus, eh bien, ils ont le xCloud et le Game Pass. Pourquoi s'embêter alors que le xCloud peut marcher à peu près partout? Sur des tablettes, sur des téléphones, sur des PC portables, etc., etc. Pourquoi aller faire une console portable et s'embêter avec ça? Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense au contraire que Xbox et Microsoft ont tout intérêt à ne pas faire de console portable, à ne pas se lancer sur ce marché. La Steam Deck d'ailleurs, le xCloud et le Game Pass pourront marcher dessus. Je me dis après tout, ils ont déjà leur console portable quelque part. Donc voilà, c'était un petit peu la réflexion du jour. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.